Et donc, sans le faire exprès, j'avais remonté le temps jusqu'au moment qui précédait l'examen. Les adolescents traversèrent la grande place. La fontaine resplendissait et semblait encore plus imposante grâce à la lumière du jour. Daryl lui-même semblait bien plus fort et noble que lorsque Léo l'avait vu la veille. Il est vraiment pas pratique ce pouvoir, constata Basile. Je veux dire, si tu peux pas le maîtriser, imagine que tu arrives avant ta naissance sans le faire exprès, tu serais mal barré quand même. Non, impossible, mes pouvoirs ont été conçus de façon à ce que je ne puisse pas aller plus loin que le jour où je suis passé. Faut juste que j'évite de trop penser au passé, et je pense que ça devrait aller. Je me demande quel type de pouvoir j'obtiendrais si Edgar me faisait passer, déclara Basile, légèrement perdu dans ses pensées. Moi j'aimerais bien quelque chose comme pouvoir voler ou respirer sous l'eau. Lara jeta un regard jaloux vers Léo. Toi, je suis sûr que tu en serais capable. Moi voler mais comment ? Non, pas nécessairement voler, mais marcher dans les airs. Basile l'interrompit sa sœur. Oh, tu veux dire en créant des sortes de marches avec de l'air arrêté ? Léo regarda les deux adolescents avec des yeux ronds. J'avais jamais pensé à ça. Waouh, ça peut carrément le faire. Je pourrais même carrément créer une sorte de bulle ou de cylindre géant pour marcher sous l'eau. Oh là là, faudra que j'essaye ça quand je retrouverai mes pouvoirs. Lara prit le garçon par le bras. Et tu m'emmèneras avec toi. Correction, tu nous emmèneras avec toi. Basile avait retrouvé le sourire et regardait Léo avec admiration. J'ai toujours voulu explorer les fonds marins. Le capitaine nous a raconté qu'une fois il avait cru voir des hommes poissons, mais ils se sont échappés presque immédiatement. Bon, après il faisait nuit et il était probablement bourré, donc ce sera à nous de voir ça. on verra. Faudra quand même que je rentre chez moi un jour. Certes, mais tu reviendras nous voir quand même, hein ? Lara lui comprit mal le bras. J'espère bien, mais bon, tout dépendra de Stan, hein. Léo leur adressa un clin d'œil. Le groupe dépassa la fontaine et prit l'allée opposée par celle à laquelle il venait d'arriver. Sur les 100 mètres qui suivirent, Léo vit une succession de maisons lutrices. Leur forme arrondie contrastait tellement avec les maisons droites qu'il avait l'habitude de voir chez lui, que même un jour après son arrivée, elles continuaient de l'intriguer. Il remarqua aussi que chaque maison était liée au conduit qui redistribuait l'eau de la rivière. Le garçon pointa un des canaux du doigt. Donc, si j'ai bien compris, la rivière est détournée pour alimenter toutes les maisons en eau, c'est ça ? Yep. Et au bout de chacun de ces conduits, il y a un lit, je me trompe ? Non, tu apprends vite, dit Lara avec un grand sourire. On me le dit souvent ça. Puis Léo repensa à un petit détail. Mais concernant l'évacuation de l'eau après les bains, j'imagine que tout se fait sous terre, non ? Oui, bien sûr. Je me souviens qu'on en avait parlé à l'école une fois, et en gros, lorsque le village avait été rebâti, ce petit paramètre avait été pris en compte. Nos ancêtres ont construit un vaste réseau de canalisation, puis les maisons ont été construites par-dessus. Les eaux usées sont évacuées dans un énorme tuyau qui part loin dans la mer là-bas. Lara fit un large geste du bras en direction du nord-est. Et bon, comme tu dois bien le deviner, une fois que ça a été mis en place, on n'y a plus touché. Léo était fasciné par ces explications. Peut-être était-ce le fait que des animaux parlants avaient élaboré un système aussi ingénieux malgré ce qui semblait être une civilisation technologiquement en retard, mais parler d'un truc aussi mondain que le système d'égout était tout de suite plus intéressant que dans son monde. Mais bon, assez parlé de ça, on arrive dans le quartier culturel. Un espace immense venait de s'offrir à la vue de Léo. Une série de bâtiments tous plus imposants les uns que les autres étaient arrangés de façon à former une sorte de triangle inachevé. Basile présenta les bâtiments un par un en commençant par la gauche. Alors celui-là, c'est l'école, et c'est là où les personnes qui ne sont plus aptes à travailler nous enseignent tout ce qu'il y a à savoir pour vivre convenablement. L'école n'était pas bien grande par rapport à celle que Léo avait connue. Le bâtiment faisait 3 étages, et en dehors d'un écriteau en bois au-dessus du bâtiment avec écrit Nezzoto, rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une école. Là, c'est les archives et la bibliothèque, où sont entreposés tous les ouvrages écrits par les citoyens de Lutricia, aussi bien passés que présents. La bibliothèque, elle, faisait 5 étages et était 2 fois plus longue que l'école. Là encore, pas grand-chose d'exceptionnel, mis à part les petits dessins de livres et de notes de musique qui ornaient l'écriteau au-dessus de la porte, où il était écrit « Omakanti ». Basile montra ensuite du doigt un bâtiment assez petit. Là, c'est la salle de théâtre et de concert, et là, c'est le stade d'Aquacorda. Basile désigna le bâtiment en bout de place que Léo avait imaginé être une version nettoyée du Colisée de Rome. Car autant Léo n'avait jamais eu l'occasion d'aller en Italie, autant ce stade ressemblait énormément aux photos du Colisée qu'il avait vues dans ses livres d'histoire, mais en un peu plus récent et moins ravagé par le temps. Quand on ne fait pas de match, on recouvre la zone de jeu pour permettre aux gens de jouer les pièces les plus demandées ou faire écouter leur musique s'ils ont rencontré un immense succès dans la salle de spectacle. Mais bon, tu verras ça après manger. Le jeune Houdini montra le bâtiment à côté qui paraissait minuscule comparé au stade. Et ça, c'est là où on va manger. On y mange super bien grâce au talent de Tom, Marie, Paul et John. Ils s'avancèrent petit à petit vers le bâtiment. Et là où chaque bâtiment vu jusqu'à présent était plutôt basique malgré les formes légèrement courbées, la taverne, elle, avait un aspect bien plus ancien. Les murs ressemblaient à peu de choses près à ceux de la maison de Stan, et encore plus étrange, la zone entourant le bâtiment n'était pas recouverte de marbre et laissait la terre et l'herbe régner en maître. Les fenêtres montraient qu'il n'y avait qu'un seul étage en plus du rez-de-chaussée, et le bâtiment aurait pu sortir d'un livre de fantaisie classique avec ses poutrelles apparentes, donnant l'impression qu'il allait s'effondrer à tout moment. Cela lui donnait un charme indéniable. C'est un des derniers vestiges du Lutricia d'avant-guerre.
On dit que des gens étaient tellement attachés à ce lieu qu'ils l'avaient défendu avec leur vie et qu'ils avaient décidé de ne pas le changer lorsqu'il a fallu reconstruire la ville. Lara serra le bras de Léo puis lui montra le bâtiment juste à côté. Et ça, c'est le commissariat. C'est juste une antenne de celle qui se trouve à Hoondorf et elle ne sert vraiment juste qu'à calmer les personnes un peu trop agitées. On s'en sert pas beaucoup et d'ailleurs, elle n'a jamais vraiment servi en fait. Et en effet, ça se voyait qu'elle ne servait que très peu car le bâtiment était minuscule. 2 fois moins grand que la taverne, au point que c'était à se demander si la criminalité existait vraiment dans ce monde. Et enfin là, c'est l'infirmerie. Très utile les soirs de match ou pour accueillir les personnes un peu malades. Heureusement, très peu de gens tombent malades ici, donc c'est vraiment là juste au plus au cas où qu'autre chose. Le bâtiment était là pour prouver les dires de la jeune femme, puisqu'il était tout aussi gros que la taverne. L'écriteau en haut de la porte d'entrée parlait de Jaloende et était orné d'un symbole étrangement complexe et indescriptible. En tout cas, il est joli. Le tour de la place fait, le groupe avança vers la taverne. Léo n'avait pas particulièrement faim à cette heure-ci, mais les odeurs de viande cuite et de légumes bouillis en émanant ne tardèrent pas à semer le doute dans l'estomac du garçon, qui se dit que finalement manger était peut-être une bonne idée. Lorsqu'ils entrèrent dans le bâtiment, ils remarquèrent qu'un attroupement s'était formé autour de la table la plus au fond. « Fais-nous le tour de la pièce invisible !» demanda un enfant. « Raconte-nous encore une fois l'histoire du méchant dieu !» réclama un autre enfant plus âgé. « Parle-nous encore de Léo Davis !» demanda d'une voix enthousiaste un vieux Lutrice. Léo, entendant cette dernière requête, se mit sur la pointe de ses pieds et vit Stan entouré par un public fasciné par sa présence. Stan leva les yeux et vit son jeune protégé. D'une voix théâtrale, il déclara « Vous voulez que je vous parle du grand Léo Davis ?» La plupart des enfants lui répondirent fortement de manière enthousiaste. « Eh bien, il est juste derrière vous !» Les 3 adolescents étaient arrivés à la moitié de la pièce lorsqu'ils virent toutes les têtes se tourner d'un coup. Tout le monde observa le jeune renard dans un silence pesant. Ne sachant comment réagir, Léo leva timidement la main et leur fit un signe amical. « C'est lui, Léo Davis ?»« il est pas grand. »« Je l'aurais imaginé un peu plus imposant. »« Tout bien réfléchi, peut-être qu'on va aller ailleurs, hein ?» Et alors que le garçon semblait sur le point de se barrer, il entendit une voix rassurante. « Il n'en a pas l'air, mais sachez que ce garçon est un des êtres les plus fantastiques que j'ai connus. Il a bravé tellement de fois la mort que j'en ai perdu le compte. » Les mots de Stan le surprirent. Il vit le dieu lui faire un petit clin d'œil furtif, puis lui faire signe de s'approcher. Léo, Lara et Basile s'avancèrent sur le plancher bruyant. Tout le monde se salua. Stan demanda poliment aux personnes attroupées autour de lui de laisser la place aux adolescents pour s'asseoir, puis lorsque Léo put enfin s'installer, il fut attaqué par les plus jeunes Lutrice et Houdini qui voulaient qu'il leur raconte ses plus grands exploits. Le garçon jeta un coup d'œil inquiet au dieu qui lui murmura « Rends ton récit le plus vivant possible, quitte à grossir le trait. Les enfants d'ici adorent les histoires. Raconte-leur la fois où tu as sauvé cette jeune femme. Je pense qu'ils aimeront. » Ok, je vais essayer. Léo n'avait pas l'habitude de s'exprimer en face d'un public, et encore moins constitué en majorité d'enfants. Il sentit le bras d'un enfant Lutrice tirer sur sa manche. « Est-ce que t'as arrêté d'aimer ça ?» Il se tourna vers Lara qui le regardait avec une certaine inquiétude. Léo lui adressa un sourire gêné, ce qui ne manquait pas de la faire sourire. Léo se sentit à nouveau confiant, puis se tourna vers l'enfant et jeta un regard malicieux vers son public. « Non, je n'ai pas arrêté de méchant. Cependant, j'ai sauvé une jeune femme en détresse. » Les yeux des enfants brillaient tandis que la curiosité des adultes fut attisée. Voir les visages intrigués de toutes ces personnes donna encore plus de motivation au garçon, qui se mit à raconter de façon très théâtrale la fois où il avait sauvé la femme qui avait manqué de se faire renverser par un bus. Voyant que son public était tout de même assez jeune, il évita d'évoquer la suite de l'histoire, impliquant le nez cassé et le sang sur la chemise, et laissa tomber la partie qu'il avait oubliée, improvisant quelque chose de totalement improbable, mais il se délecta des réactions tantôt surprises, tantôt enthousiastes de son public, qui grossissaient au fur et à mesure que l'histoire avançait. Il reconnut quelques visages, dont ceux de Clara, Desmond et d'une des réceptionnistes de l'hôtel. Une fois le récit achevé, il vit à sa grande surprise son public applaudir, puis certains lui réclamaient carrément une suite. Stan calma les ardeurs des plus jeunes, déclarant qu'il leur valait mieux manger, car il commençait à se faire tard, et que Lara et Basile devaient s'entraîner pour la finale d'Aquacorda. Malgré la déception, la foule se dissipa petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le dieu, les 3 adolescents et une des serveuses, qui leur demanda ce qu'ils voulaient. Basile et Lara prirent chacun des pommes de terre farcies au jambon et au fromage, tandis que Léo laissa Stan décider pour lui. Le dieu demanda une tarte à la bière pour lui, et une pomme de terre farcie aux haricots blancs et à la sauce tomate et au fromage pour son protégé. Alors que la serveuse partit s'occuper de la commande, Léo en profita pour observer son environnement. Il y faisait globalement assez sombre malgré l'heure, la faute aux lanternes éteintes. De plus, les petites fenêtres teintées en rouge, vert et bleu étaient assez mal agencées. Les tables, elles, étaient assez nombreuses et la plupart rondes. Un comptoir en bois massif servait de point de dépôt pour les plats que les serveurs allaient chercher pour les clients. Le sol et le plafond étaient d'un de ces bois anciens qui faisaient que se déplacer discrètement était impossible. En somme, Léo se croyait vraiment dans une de ces tavernes qu'il avait vues dans certains films américains. Lara venait de jeter un coup d'œil à un pendule accroché à un des murs. « Bon, on a 1h30 pour manger, ça devrait le faire. » Et donc après, on s'entraîne à l'Aquacorda, c'est ça ? Lara et Basile acquiescèrent.
Mais j'ai pas totalement compris en quoi consistait ce sport. Laissez, je vais expliquer. Le regard de Stan se tourna vers son protégé. Léo, tu vois le tir à la corde ? Oui. Et tu vois la balle au prisonnier ? Oui, bien sûr. Comment ne pouvait-il pas voir ce qu'était la balle au prisonnier, son activité préférée à l'école ? Il avait toujours été le dernier sur le terrain grâce à son agilité déstabilisatrice et ses réflexes affûtés. Une année scolaire sans balle au prisonnier, c'était une année de perdu. En gros, tu combines les deux, tu mets de l'eau, et ça, c'est l'aquacorda. Attends, mais pour tirer à la corde, les gens, ils ont pied, non ? Lara se permit d'intervenir. Oui, sinon ce serait trop compliqué. Imagine 2 bassins ronds de 12 mètres de diamètre mis côte à côte avec un terre-plein central qui les traverse. Chaque équipe est constituée de 5 joueurs, il y en a un qui est au centre qui tire la corde, et 2 de chaque côté d'un des bassins. Et c'est la même configuration pour l'équipe adverse. Ceux qui sont dans les bassins, ils ont des ballons et ils peuvent viser soit sur celui qui tire la corde, soit sur ceux qui sont dans le bassin adverse pour leur empêcher de tirer. La corde, elle est marquée d'un petit ruban bleu et le but, c'est juste que ce ruban franchisse une marque située de notre côté du terrain. Et les matchs se font en 3 manches, et si jamais les équipes gagnent 1 point chacun, la dernière manche devient vraiment chaotique. Léo avait observé tous les mouvements que Lara avait fait sur la table pour tenter de représenter le plan du jeu. Il leva les yeux vers la fille, inquiet. Tu vois la marque au sol ? Oui. Elle est placée à 3 mètres. Ok. Et dans la dernière manche, elle est placée à 5 mètres. Léo ne sut quoi répondre. Il tenta de s'imaginer ce que ça pouvait représenter, une limite de 5 mètres au tir à la corde, puis il ouvrit la bouche de stupeur. Mais c'est super loin ! Et il n'y a qu'une seule personne qui tire ? Oh non, heureusement. En fait, que ce soit dans les premières manches ou bien la dernière, les tireurs se relaient toutes les minutes. Le tireur suivant a 7 secondes pour se hisser et attraper la corde. Et si au bout de 5 minutes la manche n'est pas finie ou que l'on en arrive à la 3e manche, tous les équipiers peuvent venir aider pour tirer sur la corde. Le garçon tentait d'intégrer toutes ces règles puis se dit que le voir en vrai serait peut-être plus explicite. Et ça arrive que les matchs durent plus de 5 minutes ? C'est assez rare, mais je me souviens que quand j'avais 8 ans, mon père avait tenu tête à l'équipe adverse au point que la dernière manche avait duré 15 bonnes minutes. Tu t'en souviens, frangin ? Basile se mit à grimacer. Peut-être, mais mes souvenirs sont assez vagues à vrai dire. Sa sœur semblait légèrement déçue, mais bon, en même temps, Basile n'avait que 5 ans à ce moment-là. Elle se tourna vers Léo, souriante. Je me souviens d'une manche qui avait duré 5 secondes. On affrontait l'équipe de Simon Ringmaster l'an dernier. Tu t'en souviens, Basile ? Celui où j'avais tiré dans son bras et où il était tombé parce que la balle avait ricoché sur son museau ? Oui, celui-là. T'aurais vu la réaction du public. Ils étaient tous pliés de rire. On avait assuré le spectacle. Basile se mit à rire à son tour. Oui, et puis en plus, tous ses coéquipiers, ils se sont mis à l'enguirlander. Simon m'en avait voulu pendant une bonne partie de la journée qui a suivi. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et voilà les pommes de terre pour nos futurs champions. La serveuse venait tout juste d'arriver, souriante. Elle déposa les plats fumants sur la table. Léo passa donc les 10 minutes qui suivirent à déguster son plat. L'odeur et le goût le ramenèrent quelques années en arrière. En Angleterre, il allait avec ses grands-parents dans des tavernes et restaurants où ils servaient des plats locaux. Il se souvenait toujours du jour où il avait repéré sur la carte un plat nommé « Death by Chocolate ». Et il ne l'avait pas pris parce qu'il avait déjà trop mangé. Il avait été curieux de voir ce que ça donnait, mais en y repensant, il aurait vraiment pu faire un tour chez Stan. « Oh, crois-moi, j'ai essayé et tu aurais trouvé ça délicieux. Et non, tu n'aurais connu la mort dans aucun des cas puisque c'était juste de la publicité mensongère. » Toute la tablée se mit à rire. Tout le long du repas, Léo put constater que certaines personnes tournaient la tête pour l'observer. Certains enfants étaient même venus pour essayer de lui parler, mais ça durait généralement pas bien longtemps. Basile leur disait gentiment qu'ils avaient un entraînement juste après, et après concertation, il fut même décidé que Léo allait venir à l'école le lendemain pour en apprendre plus sur l'histoire de l'île. Car depuis qu'il avait vu la statue sur la Grand Place, c'était un sujet qui intriguait le garçon au plus haut point. Lorsqu'ils eurent fini leur plat, Léo entendit le plancher craquer et vit la serveuse revenir pour leur demander ce qu'ils voudraient en guise de dessert. Basile demanda une part de cheesecake au citron, tandis que Lara prit une part de tarte meringuée. Stan suggéra à Léo de goûter la tarte au galdé, ce que le garçon commanda. Le dieu, lui, demanda juste des scones et un thé Darjeeling. La serveuse se retira, puis Léo vit Desmond s'approcher d'un pas inaudible vers leur table. D'une voix cordiale, il demanda « Puis-je m'asseoir avec vous ? Je ne voulais pas vous déranger pendant que vous mangiez. » Stan fut charmé par les manières de ce jeune homme et accepta volontiers. J'ai écouté avec attention votre histoire, monsieur Davis, et je dois avouer que même si le récit était un petit peu maladroit, il n'en demeurait pas moins impressionnant. Des pouvoirs temporels, mais c'est absolument fascinant. C'est grâce à vous qu'il les a obtenus, je me trompe ? Demanda le jeune homme au dieu. Eh bien, oui, même si je dois avouer que le passage ne s'est pas très bien passé. Ah, j'ai pas entendu parler de cette histoire. Qu'est-ce qui s'était passé ? Disons que j'ai un petit peu précipité les choses et que je l'ai fait passer alors qu'il était pas très pur. Desmond leva un sourcil. Léo se souvint qu'il avait quelque chose à demander au dieu et il se tourna vers lui, souriant. D'ailleurs, tant que j'y pense, j'y ai réfléchi cette nuit et je me suis rendu compte de quelque chose. Vous m'avez envoyé ici dans le but de m'aider, non ?
Non, 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 non. Le sourire du garçon s'élargit tandis que Lara s'enfonça le plus possible à sa place. Si, et vous avez carrément fait ça parce que vous vous sentiez coupable de quelque chose, hein? Non, non, je vois pas de quoi tu parles. Oh que si, vous voyez de quoi je parle. Le multilingue, la valise et surtout ce monde presque paradisiaque. Avouez-le, vous avez fait ça parce que vous vous sentiez coupable de m'avoir fait passer impur. Non, non, l'écoutez pas, hein, je l'ai juste envoyé ici parce qu'il est puni. Hein. Stan? Le regard du dieu fuyant se tourna finalement vers le visage de Léo et il vit le sourire le plus sincère depuis celui de sa femme. Merci. Le dieu se sentit rougir comme rarement. Il avait été battu et légèrement humilié par ce garçon de 18 ans. Oui, bon, d'accord, je l'ai fait parce que je t'aime énormément, mais ne crois pas que je vais te faire de faveur juste parce que tu es mon... Je suis votre... mon ami... Mais ne va pas le dire sur tous les toits parce que j'ai une réputation à tenir. La tablée entière se mit à rire, ce qui embarrassa le dieu encore plus. La serveuse arriva avec les desserts et quelques pintes pour la table d'à côté. Desmond se déplaça rapidement vers sa table pour rapatrier sa tasse de thé, puis revint s'asseoir lorsqu'elle fut partie. Léo planta sa petite fourchette dans la part de tarte, faisant éclater un des fruits. Du jus en dégoulina. Léo eut une étrange sensation de dégoût. En plus d'en avoir l'exacte couleur, le liquide coulait exactement de la même manière que le sang. Desmond regardait le spectacle avec un regard similaire. Stan vit les expressions sur les visages des deux jeunes hommes. « Bon, rassurez-vous, c'est pas du sang. Oui, je sais, même moi j'ai été déstabilisé au départ, mais vas-y, goûte, tu verras, c'est très bon. » Sur les conseils de son mentor, Léo se lança. Il lui était impossible de décrire le goût. Seule la sensation de dosage parfait dans le sucre en ressortait. Il ne put s'empêcher de lâcher un petit grognement de satisfaction. « Vous permettez? J'ai toujours voulu goûter ce fruit unique. »« Oui, tenez. » Léo lui tendit l'assiette et vit le jeune félin prendre un morceau avec sa cuillère. Un immense sourire se dessina sur son visage lorsqu'il y goûta. « Vous venez de loin, monsieur Almundi ?» demanda Basile, intrigué. « Oui, je viens de Cabiana. » Lara regarda le jeune homme avec des yeux ronds. « Cabiana? Mais c'est... » « À l'autre bout du monde, oui, je sais. Mais bon, que voulez-vous? Quand on aime voyager et tenter des expériences nouvelles comme celle-ci, les kilomètres se comptent pas. » « Bien dit, mon gars !» Le groupe se retourna et vit dans l'entrée la silhouette imposante d'un Kutz. Assez grand, il portait un tricorne, un long manteau rouge, ainsi qu'un pantalon noir et de grandes bottes en cuir. Son visage noir était marqué par quelques cicatrices, mais aussi et surtout un bandeau qui cachait son œil gauche. Son œil droit d'un bleu azur témoignait d'une grande fierté. Il tenait dans sa main droite une canne finement décorée, ornée d'un pommeau en bronze en forme de globe tenu par une patte d'aigle. Accroché à la ceinture sur le côté droit se trouvait un cimeterre dont Léo ne put voir que la garde, elle aussi finement décorée. Il jeta un coup d'œil discret à Basile qui lui fit un sourire narquois. « Ok, donc ça c'est le Captain Fletcher. J'aurais bien fait de me taire. » À ses côtés se trouvait un autre Kutz, bien moins imposant et au pelage sable. Lui aussi avait un manteau, mais bleu azur. Son visage lui donnait un air un peu plus jeune et en dehors d'une oreille légèrement esquintée, il s'en sortait bien mieux que son comparse. Son air était un peu plus réservé, mais quelque chose d'indescriptible faisait qu'il semblait bien plus dangereux. En lieu et place d'un cimeterre se trouvait une dague dissimulée dans un fourreau élégant, et la canne qu'il avait à la main avait un pommeau rond pour représenter lui aussi un globe tenu par les serres d'un dragon. Un grand silence s'était abattu dans la taverne à l'arrivée des deux hommes. Ils se rapprochèrent de la table où Léo était assis. Le capitaine et son second s'inclinèrent, puis l'homme en rouge ouvrit la bouche. « Bonjour Lara, on ne t'a pas vu ce matin. Tu étais encore en train de dormir ?»« Mais non Théodore, tu sais bien que je me lève toujours tôt. J'étais en train de faire la visite de l'hôtel à Léo. » L'œil unique de Théodore se fixa sur le jeune renard. « Oh, donc c'est vous, Léo Davis. Stan ne m'avait pas menti en disant que vous étiez un charmant jeune homme. » Léo lui fit un sourire gêné lorsqu'il se rendit compte de quelque chose. « Mais attends, mais Théodore, mais c'est pas le... »« Oh, toi, tout de suite. » Stan se pencha vers le jeune renard, puis fit mine de chuchoter. « Fais pas attention, il aime jouer avec les dieux. »« Ah, j'ai entendu ça. » Puis il tendit la main vers Léo. « Théodore Darkwater, enchanté de faire votre connaissance. » Léo lui serra la main, légèrement intimidé. Puis l'homme en bleu en fit de même. « Thomas Fletcher, ou le Capitaine, comme les plus jeunes aiment m'appeler. » Le garçon fut intimidé, mais surtout incroyablement confus. Si quelqu'un lui avait dit la veille qu'il allait rencontrer des chats pirates dans une taverne située dans un tout autre pan du multivers où des humains avaient été remplacés par des animaux bipèdes, il lui aurait très probablement demandé le type de substance qu'il consommait. Mais le voilà, dans une taverne, en train de serrer la main, truc digital, d'un des plus grands héros de l'île. Face à une telle situation, il ne put dire que... enchanté. Le capitaine remarqua l'état du garçon. Vous allez bien, monsieur Davis ? Stan et Lara se tournèrent vers le garçon et virent sa mine assez confuse. « C'est rien, il est arrivé ici que depuis hier, et je crois que j'imagine que la logique de son monde essaye de reprendre le dessus, » déclara le dieu, légèrement embarrassé. « Je vois, j'ai connu ça lorsque je suis arrivé dans la taverne du Kutzrier de Canostock la première fois et que j'ai essayé leur...
Ouais, non, en fait, j'imagine que le choc était moins violent. Stan remua sa main devant les yeux de son protégé. Léo, ça va? Il prit le verre du garçon puis le ramena vers lui. Tiens, bois un coup, ça devrait te remettre les idées en place. Léo s'exécuta avec des mouvements quasi robotiques, puis observa ses alentours, l'air hagard. J'ai quand même l'impression qu'on dérange là. Le dieu se tourna vers le Coutts. Oh non, vous inquiétez pas, ça lui arrive souvent ces derniers temps. D'ici une dizaine de minutes, ça y devrait aller mieux. Desmond, qui observait depuis longtemps le pirate, eut le malheur de l'observer un peu trop longtemps. Théodore leva un sourcil, intrigué. Je n'ai jamais vu un Coutts pareil. Ne seriez-vous pas Geralt, par hasard? Ouais, non, vous faites erreur sur la personne. Pourtant, on a récemment eu vent que de l'arrivée de 2 étrangers, Léo et Geralt. Le mépris injecté dans ce nom ne disait rien qui vaille. Lara se permit d'intervenir. Oula, non, Desmond, c'est un client de l'hôtel, et en plus il vient de Cabiana. Tu sais, on n'a toujours pas vu à quoi ressemblait Geralt, et aux dernières nouvelles, il est coincé à Billard sur cet immonde chantier. En plus, Desmond était avec toi sur le Septentrion vu qu'il est arrivé avant-hier. Le regard sceptique de Théodore perça Desmond de haut en bas pendant ce qui semblait être une inconfortable éternité. Thomas posa sa main sur l'épaule de son ami. Laisse-le, Théodore, t'es en train de l'intimider. Le borgne s'arrêta au plus grand soulagement du jeune homme. Le capitaine observa Desmond quelques secondes en plissant les yeux avant de se détendre. Ah, mais oui, c'est vrai, faut dire que vous n'étiez pas très souvent sorti de votre cabine, vous. Il se tourna vers Théodore qui semblait perdu. Mais si, c'est celui qui avait tout le temps le mal de mer, là. Ah, lui ah, toutes mes excuses, monsieur. Desmond semblait grandement ennuyé par la tournure des événements. Le capitaine sourit. Bien, maintenant que ce petit problème semble résolu, allons grailler. Si vous voulez, Stan, on reviendra une fois qu'on aura fini. J'ai bien envie d'écouter son histoire à lui, dit-il en pointant Léo du doigt qui semblait en train d'essayer de comprendre ce qui allait après le chiffre orange. Pas de souci, par contre de notre côté on lèvera les voiles à 14h, on doit aller à l'entraînement d'Aquacorda. Thomas jeta un petit coup d'œil au pendule. Ah, c'est compris, on fera vite. Puis avec Théodore, ils se dirigèrent vers une table située près de l'entrée, suivie par pas mal d'enfants avides de récits. Lara se pencha pour voir comment se portait Desmond. Vous allez bien, monsieur Almundi? Le félin mit quelques secondes avant de comprendre qu'on lui parlait. Il était dans le même état que Léo, bien que sensiblement plus ennuyé. Hein? Oui, ça va. Je crois que je vais y aller. Hein. J'ai rendez-vous avec... Je vais voir s'il n'y a pas des musiciens qui se produiraient pas dans le coin. Hein. Ça devrait me changer les idées. Vous êtes sûr que ça va? Oui, vous inquiétez pas, je reviendrai demain. Ce choc culturel, là, ça m'a un petit peu secoué. Hein. Je vais aller prendre l'air. Le jeune félin se leva sans un bruit, saluant maladroitement la tablée, puis partit discrètement en veillant à ne pas être vu par les 2 pirates. Stan, lui, continuait d'essayer de ramener Léo parmi les vivants lorsque Lara eut l'idée de prendre le pichet d'eau sur la table pour lui en verser un petit peu sur le bout du museau. Le garçon sursauta, puis secoua rapidement la tête. Mais où suis-je? T'es à la taverne avec nous, t'as commencé à agir bizarrement devant le capitaine. Le capitaine? Oh non, il est passé où? J'espère que je l'ai pas effrayé. Ouais, rassure-toi, c'est un homme compréhensif. Et c'est pas non plus comme si tu avais pu l'effrayer, hein. Il lui en faut beaucoup plus pour ça. Non, et puis de toute façon, il reviendra d'ici une dizaine de minutes, une fois que les enfants seront contents. Il entendit le bruit d'une chope frapper sur la table, puis tourna la tête en direction du bruit. Le capitaine était en train de faire de grands gestes, un pied sur la table, devant un parterre d'enfants captivés par son récit. Léo se sentait quelque peu rassuré. Il prit la serviette devant lui et s'essuya le museau lorsqu'il remarqua que Desmond avait lui aussi disparu. Il est passé où, monsieur Almundi? Lara lui expliqua la situation. Oh, j'espère qu'il l'a pas trop mal pris. J'espère aussi. Enfin, je pense qu'on le reverra bien assez tôt, déclara Stan qui semblait avoir été conquis par le maladroit jeune homme. Le garçon vit qu'il n'avait pas encore fini son dessert. Il prit sa fourchette, puis la planta dans le morceau de tarte lorsque Lara s'écria. Oh bah, voilà Ophélia. La fille se leva maladroitement de sa place et fit un signe en direction de la luttrice qui venait d'entrer. Ophélia lui fit un petit geste en pointant en direction de la table occupée par les pirates, puis après avoir serré dans ses bras Théodore puis salué poliment le capitaine, Léo vit le Coutts se borgne le pointer du doigt et dire à sa fille des choses qu'il ne put entendre. La luttrice se tourna dans sa direction, puis son regard s'illumina. Elle entendit quelque chose qui lui fit hocher la tête de manière compréhensive. Un bref échange de mots plus tard, elle se dirigea vers la table occupée par Lara et le reste du groupe. Bah alors, vous êtes pas encore au stade? C'est pas sérieux tout ça, déclara Ophélia d'un ton moqueur avant d'embrasser tout le monde. La luttrice semblait assez jeune et avait le poil plus sombre que celui que tous ceux que Léo avait vus plus tôt. Ses cheveux étaient mi-longs, noirs et joliment coiffés. Elle portait une sorte de gilet fait dans un matériau qui semblait assez rigide pour retenir ses coups, mais certainement pas les assauts d'une lame. Ses bras découverts portaient des marques noires formant un motif naturel joliment élaboré. Lorsqu'elle s'avança près de Léo, Lara lui dit « Léo, je te présente Ophélia Darkwater. Ophélia, je te présente Léo Davis. »« Enchanté. Donc tu es le protégé de Stan ?» Elle se tourna vers le dieu. « Ma foi, Stan, vous n'auriez pas pu le trouver plus charmant. » Léo et Stan furent légèrement embarrassés. Ophélia se dirigea ensuite vers Basile, qu'elle serra fortement entre ses bras, puis après l'avoir embrassé, elle lui dit d'une voix douce
Ça va, Basile ? Le jeune Houdini hocha de la tête. Tant mieux. Et s'assit à ses côtés. Léo sentit quelque chose lui tapoter la cuisse. Baissant le regard, il vit un morceau de papier dans la main de Stan. Discrètement, il le prit puis regarda ce qu'il y avait décrit. Les mots s'écrivaient d'eux-mêmes au fur et à mesure que Léo les lisait. Avant que tu ne te poses des questions, Ophélia est une de ses camarades de classe et elle n'a pas arrêté de veiller sur lui après l'incident. Elle tient beaucoup à lui et t'imagines bien que ce sujet est à éviter pour l'instant, donc motus et bouche cousue. Je préfère prévenir. Le garçon leva la tête pour observer brièvement Basile, qui semblait plutôt content. Puis il vit plus près de lui le visage curieux de Lara, qui fronçait les sourcils. Souriant de manière peu convaincante, il roula le papier en boule et le glissa dans sa poche. Lors de la conversation qui suivit, Léo apprit que Ophélia était la capitaine de l'équipe d'Aquacorda de Lutricia. Elle avait été choisie pour ses capacités de réflexion et ses capacités physiques supérieures. Hein ? Mais je croyais que Basile était le meilleur joueur de l'équipe, déclara Léo sans réfléchir. Ophélia leva un sourcil puis dit d'un ton moqueur. Certes, mais il est encore jeune. Mais tu n'es plus vieille que moi que d'un mois. La jeune Lutrice fut surprise par la réponse et le ton en partie enjoué de la réponse. Elle posa sa main sur la tête du jeune Houdini et frotta énergiquement. Et c'est une raison suffisante, mon petit chou. Elle se mit à rire lorsqu'il tenta de se défaire de son emprise. Eh bien, je vois que vous vous amusez bien. Léo se retourna et vit que Théodore était revenu. L'œil du pirate se tourna en direction de Léo, puis il dit d'un ton légèrement préoccupé. Vous allez mieux, monsieur Davis ? Mais vous pouvez m'appeler Léo, hein. J'ai vraiment pas l'habitude qu'on m'appelle monsieur. Le pirate lui adressa un sourire sincère. Entendu, Léo. Il se tourna à nouveau vers Basile, qui voyait ses cheveux assaillis par Ophélia. Oh, mais l'embête pas trop, mon trésor. Oh, le pauvre garçon. Une fois que sa fille arrêta d'un, oui, pas peu amusée, elle relâcha sa victime. Tu vas bien, Basile ? Basile avait les cheveux tout ébouriffés, mais il souriait bêtement. Ça va, ça va. Puis il colla délicatement une tape à l'arrière de la tête de sa camarade de table, la décoiffant totalement. À la fois surprise et indignée, elle répliqua en faisant de même. Théodore soupira, sous le regard surpris et amusé du reste de la tablée. 3 minutes plus tard, le capitaine arriva, s'essuyant délicatement les babines avec un mouchoir en soie. « Je vois que vous allez mieux. Permettez-moi de refaire les introductions de manière plus... correcte. » Il tendit sa main à Léo tout en s'inclinant légèrement. Thomas Fletcher. Le jeune homme était à 100% lucide cette fois-ci. Il tendit sa main et serra vigoureusement celle du capitaine tout en baissant un peu la tête. « Léo Davis, monsieur. »« Bien. » Il s'adressa le sourire aux lèvres aux personnes assises à la table. « Je propose que l'on porte un verre à Léo Davis, que son séjour ici soit agréable et que la pureté lui tende rapidement les bras. » Tous ceux qui avaient leur verre le levèrent pour le garçon et burent à son inévitable réussite. La demi-heure qui suivit fut comprise de la tentative de Thomas d'en savoir plus sur Léo, mais ce dernier, qui avait la flemme de tout raconter à nouveau, réussit bien rapidement à dévier la conversation sur les exploits du capitaine. Thomas raconta donc avec fierté une histoire de bravoure et de navigation. Les quelques enfants étant restés à la taverne et quelques adultes se rapprochèrent lorsqu'ils le virent poser son pied sur une des chaises et faire de grands gestes, signe qu'une histoire fantastique était encore sur le point d'être racontée. Et fantastique elle était, car nombreuses furent les réactions d'émerveillement et les cris d'effroi lorsque la situation semblait tourner en la défaveur du courageux capitaine. Uniquement pour être déjoué quand il réussit par un acte périlleux et de grands gestes à sauver la mise, sous les acclamations de son public. L'homme réservé et inquiétant qui était entré dans la taverne avait laissé place à un grand narrateur, capable de captiver les foules, et dont le cœur semblait aussi grand que la taverne. Léo s'était pris au jeu et était en extase devant ce récit. Enfin, quand l'histoire fut terminée, Lara observa l'horloge, puis remarqua qu'il était enfin l'heure de partir. Elle expliqua au capitaine qu'il n'aurait probablement pas le temps de se revoir le lendemain, mais qu'il passerait au port pour aider lundi. Léo, Lara, Basile et Stan montrèrent leur carte de séjour au tavernier, qui valida le repas d'un coup de tampon, puis, avec Ophélia, ils quittèrent la taverne pour se diriger vers le stade.